Bienvenue, ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux pour un atelier sur l'accessibilité. Vous allez passer en plus 2 heures avec nous, il fait chaud, on va essayer d'être sympa. Bref, si on faisait plus vite, si on faisait connaissance. Moi, je m'appelle François-Xavier, j'ai la chance de travailler chez OnePoint. Je fais des audits accessibilité, je fais de l'accompagnement à la mise en conformité des sites, des formations et puis un petit peu de front quand j'ai le temps. Okay, moi, c'est Henri Gaufriot, je suis développeur front chez OnePoint aussi. Je fais partie de la même équipe que François-Xavier, je fais des audits, je développe des applications, je fais un peu de front, un peu de design, pas mal d'interfaces, et puis j'aime bien toucher tout ce qui a des boutons et puis qui fait de la lumière. Voilà, pour faire simple. Ah mince, excusez-moi. Hop. En fait, ça va pas le faire, il faut que je duplique mon truc. Oui. Hop, excusez-moi, petit instant technique. Voilà, on est bien, nickel. Ouais, alors on a oublié de prévenir les organisateurs, on va avoir besoin d'autres micros parce que on n'est pas que tous les deux, il y a aussi Julie qui va être avec nous, mais je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une des voix fournies par Microsoft. C'est moi qui vous lirai les exemples que nous allons voir durant ce talk. Donc on va être 3 en fait. Non, on va être 4. Ah bon? En fait, bah oui, j'ai amené Thomas avec moi. Ah oui, c'est vrai. Ah bah on va être 4 alors. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis une voix française. Très bien. En fait, on aime bien, nous, Thomas et Julie, parce qu'avant, les lecteurs d'écran, c'était plutôt ça qu'on s'imaginait. Carrément, les voix des lecteurs d'écran, c'était plutôt ça. Ouais, effectivement, ça piquait. D'ailleurs, on a donné des consignes à Julie et Thomas, mais je vais laisser Julie vous expliquer. FX m'a demandé de parler à une vitesse normale, mais certains utilisateurs me demandent de parler plus vite, voire de parler très vite. Voilà, nous on n'est pas des vrais utilisateurs de lecteurs d'écran, on l'utilise pour faire des tests des sites. Les vrais utilisateurs, ils mettent les débits beaucoup plus vite. Mais on va vous épargner ça, ça va déjà être suffisamment douloureux, donc on lui a demandé de parler normalement. Ça c'était Thomas. Et vous? Alors vous êtes très nombreux, donc on ne va pas pouvoir vous demander à tous de vous présenter, mais c'est important en fait, l'accessibilité c'est aussi connaître les autres. Donc on voudrait bien faire un petit tour de salle, savoir par exemple qui est développeur front. Ok, cool. Développeur back. Ok, cool. UX, UI. Ok. Il nous manque du monde. PO. BA. BM, qu'est-ce qu'on a raté? On a raté quelqu'un? Ou tout le monde s'est représenté, a levé sa main à un moment? Bon, en fait, vous voulez tous souffrir. Mais oui, les testeurs, bien sûr. Oh là là. Un camarade. Quel oubli. Et enfin, pour terminer les présentations, on va donner un peu la parole aux utilisateurs, parce que comme je disais, nous, on n'est pas des vrais utilisateurs, et donc c'est important de remettre de remettre les choses dans le contexte. Je m'appelle Olivier. Sandrine. Adèle. Patricia. Je suis non-voyant. J'ai perdu la vue il y a 8 ans. Je suis malvoyant. Je suis malvoyante. Est-ce que vous utilisez Internet? Comme tout un chacun, je ne peux absolument pas me passer d'Internet. C'est difficile de s'en passer. On est bien obligé de se servir des sites Internet, ne serait-ce que pour tout ce qui est administratif. Pour les trains, pour les avions, pour... Un rendez-vous médical. L'ensemble de mes courses. Et comment vous utilisez Internet? C'est laborieux. À chaque fois qu'on change un site, j'ai plus du tout de repères. Si je veux aller sur un site, les captchas, je ne les vois pas. Même si je grossis, j'arrive pas du tout à voir. Et lorsque je mets la petite synthèse vocale, on comprend rien. Tous les sites sont pas accessibles. Ça m'angoisse, c'est une angoisse. C'est démotivant. Ça bug, tout simplement. Et c'est frustrant parce que on perd l'autonomie. Je suis complètement largué, là. Sur des sites liés à l'administration, où je suis obligé de faire appel à une tierce personne pour m'aider à compléter les informations. C'est pitoyable. L'avantage de Internet, c'est qu'on peut voir où on a les explications, normalement, quand ça marche bien. Le problème vient pas de nous, peut-être. Et que leur truc, ils mettent identifiant et après la case, elle est trois lignes en dessous. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous, sincèrement, vous pourriez vous passer d'Internet aujourd'hui? Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ces témoignages. Il y a plusieurs phrases moi, que je retiens. C'est le problème vient pas de nous, peut-être. L'avantage avec Internet, c'est qu'on peut avoir les explications. Enfin, normalement, quand ça marche bien. Et puis le dernier, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet?
Je pense que je peux poser la question, personne va lever la main. Internet, c'est devenu indispensable pour tout le monde. Donc nous, en tant que dev front, dev back, testeur, UX, UI, on a une... Aussi. Comment? J'en oublie. Client aussi. Clients aussi. On a tous une responsabilité, c'est de ne pas laisser ces utilisateurs à la porte de nos sites. D'ailleurs, avant d'évoquer les chiffres, est-ce qu'il y en a qui sont venus les yeux fermés à l'atelier? Alors, c'était pas qu'une blague, on va faire beaucoup de mauvaises blagues, surtout moi. C'était pas qu'une blague, parce qu'en fait, si vous aviez fait ça, ça aurait été bien de vous faire accompagner d'une personne malvoyante, parce que dans ce cas-là, c'est vous qui auriez été en situation de handicap, mais pas elle. Il faut bien différencier le handicap de la situation de handicap. Une personne aveugle, normalement, si votre site il est bien fait, elle n'est pas en situation de handicap pour utiliser Internet. C'est... Voilà, quelques chiffres. Ouais, quelques chiffres. Alors, on a 1,7 million de personnes en France qui sont atteintes d'un trouble de la vision. Alors, c'est assez énorme. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui? En 2025, c'est 14,5 millions de personnes. Donc, c'est énorme. C'est énorme par rapport au pourcentage de la population. Et voilà, une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. La malvoyance et les problèmes de vision, ça ne touche pas les gens forcément à la naissance, ça peut les toucher après. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, on a entendu une personne qui est aveugle depuis 8 ans. Donc on peut considérer qu'elle a commencé sa vie en voyant, et d'un coup, elle perd la vue, peut-être doucement, peut-être très rapidement, parce que ça peut se faire en deux échelles de temps. Et mine de rien, nous, on perd tous notre vue petit à petit au fil de notre vie, puisqu'en vieillissant, parce qu'en vieillissant, en fait, notre vision s'affaiblit, on va commencer à grossir les lettres sur notre écran, sur notre téléphone portable, moins gérer les contrastes, etc. Et en fait, le handicap visuel, c'est l'affaire de tout le monde tout au long de sa vie. Donc même si vous n'êtes pas concerné, spoiler, vous allez vieillir. Ouais. Et oui, d'ailleurs, c'est important de se rappeler qu'on est temporairement valide. Alors dans le monde, 253 millions de personnes qui ont une déficience visuelle. On prévoit un doublement d'ici 2050. Après, c'est des chiffres compliqués à voir. On va vous citer quelques chiffres là, dans les slides qui vont passer. Il y a beaucoup de chiffres qui sont un peu empiriques, qui sont difficiles à évaluer et qui sont des estimations. On a utilisé des chiffres qui sont quand même utilisés très régulièrement par des organismes très sérieux. Les 14,5 millions, par exemple, c'est l'INSEE. Donc là, clairement, on est sur la statistique pure. Mais vous verrez plus tard les chiffres en question. Alors, en tout cas, voilà, c'est important, comme disait Fix tout à l'heure, de se rendre compte qu'on est temporairement valide, effectivement. Voilà, donc c'est des chiffres super importants. Mais bon, il y a le WCAG, il y a le RGA. Là, le 28 juin 2025, il y a l'European Accessibility Act qui entre en application en France. Donc en fait, ça doit être bon, il n'y a pas de souci. Oui, alors, pas vraiment. C'est seulement 3 à 4% des sites Internet qui sont accessibles aujourd'hui. Donc c'est pas énorme, hein. On est d'accord que ça fait mal. Là, avec le European Accessibility Act, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dernièrement, parce que c'est quand même c'est une disposition européenne, je vais en parler rapidement parce que c'est important, qui va élargir le domaine d'application des règles pour l'accessibilité qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'on a eu en 2006 le RG2A, le WCAG avant, et puis on a eu différentes législations qui sont mises en place. Les services publics ont été obligés d'être accessibles, puis des entreprises privées de plus de 250 millions de chiffres d'affaires qui rentraient dans le même giron. Et là, aujourd'hui, à partir du 28 juin, on est sur toutes les entreprises à vocation de service aux consommateurs, dont les effectifs dépassent 10 salariés et le chiffre d'affaires est au-dessus de 2 millions d'euros par an. Donc, autant vous dire que là, on va taper très large. On va taper sur quasiment tout le monde, à part le boulanger du coin, mais voilà. Donc là, c'est le cercle, le truc juridique s'alourdit vraiment. On parle de 3 000 € d'amende par page, par produit sur un site de e-commerce par jour et reconductible pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez en fait à quelle vitesse ça peut aller. Donc voilà. Donc on espère que ça va changer un peu avec ça. Et donc, par ailleurs, revenons sur les chiffres du handicap, en fait, souvent on a un biais parce que les 80% des handicaps sont invisibles. Donc, souvent, quand on pense handicap, on pense personnes en fauteuil roulant. C'est le symbole qu'on voit partout. Mais en fait, les personnes en fauteuil roulant, ça ne représente que 2% des personnes en situation de handicap.
Donc comme disait Henri, c'est des chiffres super importants. Alors, quel est l'aveugle le plus connu au monde? Bah, je sais pas moi, Ray Charles, Stevie Wonder, Gilbert Montagnier. Ah, ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Eh ben non, c'est Google. L'aveugle le plus connu au monde, c'est Google. Alors, tout le travail que vous faites, moi j'aime bien dire qu'on ne le fait pas seulement pour les personnes en situation de handicap, on le fait aussi pour le SEO. Je le dis parce que c'est un bon point d'entrée pour aider les décisionnaires à prendre une décision qui est intéressante pour les autres. Après, moi, Google... Nous, on s'en fout au fait de Google. Mais c'est une porte d'entrée. Si vous avez besoin de dire à votre client, en fait, on va faire comme ça, il vous dit, non, j'ai pas envie, pour le référencement, c'est mieux quand même. Parce que si Google vous référence mieux, vos produits seront top et tout. Et puis, quelque part, les personnes en situation de handicap font des courses aussi, si vous vendez des produits. Ils utilisent des services, si vous en utilisez, si vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, Google, c'est un bon... C'est un bon levier. Nous, on vous dit ça, mais si on fait de l'accessibilité, c'est pour les utilisateurs avant tout. Mais voilà, il y a certaines personnes pour qui c'est pas nécessaire. Voilà, on a besoin de faire d'autres leviers. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu, de toute façon, l'accessibilité, on s'en fiche. Il n'y a pas d'aveugle qui utilise mon site. Alors c'est sûr que si votre site n'est pas accessible, il risque pas d'y avoir d'aveugle qui l'utilisent, c'est un peu l'œuf ou la poule. Mais en fait, la problématique, elle est plus large que ça. En fait, pour naviguer avec un lecteur d'écran, on va utiliser uniquement son clavier. Et ça correspond à plein d'autres situations de handicap, qu'elles soient temporaires ou situationnelles. Donc ça va concerner toutes les personnes avec des handicaps moteurs, mais aussi des troubles musculo-squelettiques. Donc on a en plus particulièrement touché, nous, en tant que développeurs qui sont tout le temps en train d'utiliser une souris, ou ça peut être quelque chose de temporaire. Vous êtes foulé le poignet en jouant au badminton ou sur le baby-foot de votre open space, et vous ne pouvez plus utiliser de souris. Voire même, je vois qu'il y a pas mal de développeurs, il y en a peut-être qui préfèrent tout simplement utiliser que le clavier et pas la souris. Nous, on a pas mal de collègues qui naviguent qu'au clavier. Donc, pourquoi on vous raconte ça? C'est que globalement, l'accessibilité, c'est indispensable pour certains, mais elle va être utile pour tous. Améliorer l'accessibilité d'un site, ça va améliorer la qualité et l'expérience utilisateur pour tout le monde. Alors c'est vrai que les points qu'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout sur les lecteurs d'écran, mais ça touche donc beaucoup de gens. Voilà. Alors on va améliorer l'expérience de tous les utilisateurs comme ça. Alors là, on est sur l'historique, les lecteurs d'écran. Quand est-ce que ça a commencé? Alors, on commence à 86, un screen reader d'IBM. Il y a un JAWS pour MS-DOS. J'arrive à essayer pour voir ce que ça donne quand même. Et donc voilà, 95, ça se déroule avec JAWS, Narrator. Et en 2004, on a VoiceOver qui sort. C'est la première version de VoiceOver, qui est aujourd'hui un lecteur d'écran qui est quand même qui a sa place sur mobile, surtout, beaucoup. Et Apple présente VoiceOver parce que Apple veut gagner le marché de l'éducation aux États-Unis et que pour pouvoir gagner le marché de l'éducation, il faut faire des trucs pour l'accessibilité. Donc, je croyais qu'ils avaient fait ça par philanthropie. Non, ils font ça parce qu'ils sont bien. Mais voilà. Donc voilà. Après, en 2006, on a NVDA qui sort. Et vous voyez un petit peu tout ça, ça s'articule un petit peu autour des années 2005. Donc on parle du WCAG qui arrive à ce moment-là. On parle du RG2A qui arrive et les premières législations aux États-Unis et les premiers procès aussi. Juste quelques petits chiffres encore rapides sur les parts de marché. Donc c'est JAWS qui est leader, suivi de NVDA, qui veut dire Non-Visual Desktop Access. Je l'ai noté parce que c'est dur à prononcer. VoiceOver ensuite, et puis après c'est un petit peu plus anecdotique. Ça, c'est sur PC, ça. Tout ça c'est sur desktop. Sur mobile, donc déjà, vous pouvez... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le WebIM Million Project. C'est un site que je vous conseille. On va vous donner les slides dans pas longtemps, donc vous pourrez regarder les ressources, qui reprend toute une statistique justement sur l'utilisation des lecteurs d'écran, de l'accessibilité de façon globale. C'est vraiment une mine d'informations. C'est là-dessus qu'on a ces chiffres pour voir un petit peu les parts de marché. Bref, sur mobile, c'est Apple qui écrase tout pour l'instant. Voilà, et donc les chiffres des lecteurs sont en conséquence. Par ailleurs, il n'y a pas que les aveugles qui utilisent des lecteurs d'écran. Il y a aussi des personnes malvoyantes, ça va leur permettre de faciliter leur lecture, mais aussi des personnes avec des soucis cognitifs,
Alors, ça peut leur faciliter la compréhension de la page. Des personnes analphabètes, dyslexiques, voire des personnes non natives ça va les aider avec la prononciation, ou aussi des personnes avec des problèmes moteurs. Bref, on enchaîne. Petit disclaimer. Alors pourquoi as-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçut toi. Ah non, putain, j'arrive jamais à dire ça. La poudre qui est dans ton œil à toi. C'est pas très français ton œil à toi. Hein. C'est pourtant tiré des évangiles. Alors pourquoi pourquoi on a ce disclaimer? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui font des erreurs de code? Voilà, bon, tout le monde a levé la main. Ceux qui n'ont pas levé la main, peut-être qu'ils ne font pas de code, tout simplement, ou c'est des menteurs. Pourquoi on vous dit ça? C'est que là, on va faire les malins, vous faire écouter plein d'erreurs, mais en vrai, on les a déjà tous fait, ces erreurs. Donc voilà, c'est facile de se moquer. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de voir les erreurs des autres que les siennes. D'ailleurs, mes erreurs, plus c'est gros, plus ça passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc pourquoi on vous dit ça? C'est que c'est primordial de tester, surtout quand on parle de lecteurs d'écran, qui sont des choses qu'on ne voit pas en fait. Donc vraiment, tester. On parlait des slides. Si vous avez l'accès à Internet là maintenant. Ouais, c'est le moment de télécharger, parce que pour l'atelier, on va vous donner des liens vers les sites, donc ça sera beaucoup plus facile si vous pouvez accéder aux slides. Et on va mettre des liens vers les... Gardez-le pour la suite, ouais. Voilà, vous aurez tous les slides à cette adresse-là. Lecteur d'écran. Alors, partez pas en avance, hein, parce que restez avec nous. À tes souhaits. Est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à accéder, tous? Est-ce qu'il y en a qui sont bloqués? Ah, alors le Wi-Fi, ouais, c'est compliqué. Je vais partager mon téléphone parce que... Ouais, il faut demander une feuille et puis... Ou sinon, il faut aller à l'accueil chercher une feuille. Non, mais ça va. Sinon, groupez-vous sur des postes et puis pour juste... Attends, je vais mettre mon truc sinon. Il faut juste que je retrouve mon mot de passe. Ok. J'ai mon téléphone. Vous pouvez partager comme ça. Je vais partager mon truc. 16, 77... 12, ok. Ok. J'ai ouvert mon téléphone qui s'appelle Realme 6 Pro et voici le mot de passe. Donc comme vous le voyez, c'est pas un atelier sur la sécurité. Je vais brancher mon truc avant qu'il chauffe. Donc voilà, c'est mon code de carte bleue. Déjà pour commencer, vous êtes sur quel environnement d'une manière générale? Il y a des Mac, donc pas d'installation à faire, il se va installer par défaut. PC, est-ce que vous avez tous NVDA d'installer ou on va le montrer après. Ou on va vous passer des liens. Les liens. Est-ce qu'il y a des gens sous Linux? Ok. Ok. On devrait y arriver aussi. On va y arriver, ouais. Est-ce que tout le monde a du coup accès aux slides maintenant? Alors, si vous voulez... Je sais pas ton prénom, mais tu t'es... Non? T'as réussi à avoir accès à mon téléphone ou pas? Ah oui, pardon. Oui. Alors, c'est Brestcamp screenreader. Hop là. .netlify.app.
C'est bon ou pas? Pas encore. On a dû mettre un QR code en fait. Ouais. Là, je t'ai dit non, mais en fait. Ok. Alors, Non mais c'est faux. Faut surtout entendre. T'entendre. Ça. Alors si vous avez les slides, j'ai plus de trucs qui marchent moi. Hop là. Ceux qui sont sous Windows, s'ils n'ont pas NVDA, dans les slides, Tu peux enlever. vous avez un lien vers. Ouais, j'enlève mon truc. J'enlève mon mot de passe. Hop. Tac. Vous avez les liens pour- Vous avez un lien pour télécharger NVDA. Si vous n'êtes pas admin de votre poste, il y a une version portable. Donc normalement, vous allez pouvoir installer NVDA avec ce lien-là. On vous laisse télécharger. Et puis du coup, tiens, je vais distribuer les petites feuilles pendant ce temps-là. je passe là-haut. Passe-moi. Attends, j'ai marqué des trucs. Mac. Ça c'est VoiceOver. Ça c'est NVDA. NVDA et VoiceOver. Ok. Hop, et, je laisse faire, et attends. Linux. Et ceux qui sont sous Linux, est-ce que vous pouvez installer Orca? C'est normalement des slides après. Attendez, je retrouve. Vous avez un lien un petit peu après sur Getting Stark with Orca qui vous explique normalement comment l'installer. On va mélanger les trucs. Attends, je vais chercher VoiceOver. Il faut les VoiceOver. Quels sont les trucs Orca? J'ai pris que les vidéos. Ah oui, mais c'est. T'as imprimé VoiceOver iOS. Non, j'ai imprimé les deux normalement. Ah, il est là, les commandes. Par contre, c'est les. Ils sont là, les Linux. Ok. Hop. T'as fait passer les NVDA ou pas? Bah, je vais passer pour l'instant. Alors, ça, c'est pour macOS, les raccourcis clavier. Ça peut être Linux, tu m'as dit. Hop. Du coup, NVDA. Qui veut du Linux J'en passe deux. Là. Linux, ça. Hop. Qui veut du Linux encore? Tiens, Hop. Tiens, est-ce que tu peux faire passer? VoiceOver. Qui veut Windows, du Linux? NVDA. Encore ou pas? Ok. Voilà. Non, tu peux le réutiliser après. On va vous donner les liens vers les trucs. Tiens, hop. Tiens. J'aime bien les amplis. Ah non, fais pas de soucis. C'est bon. Ah, je vais y arriver. Hop là. Pas de cascade, on a dit. Non, c'est bon, c'est bon. Donc. C'est Windows, Linux, FX. Ouais. Il me faut un Linux là. Ah. Tac. Ah, pardon. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Pardon, excuse-moi. Désolé. Hop, tiens. Oui, j'ai un petit truc pour macOS. Voilà. Windows. J'ai du iOS en bas si tu veux. J'ai du iOS en bas si tu veux. T'es sur iPhone ou Voilà. Alors, NVDA. Hop. NVDA. Et la bas NVDA aussi. Ah, t'as Linux aussi, pardon, excuse-moi. Ça se ressemble tellement. Ça, c'est avec une pomme. Et là-bas, non, là, donc ça, c'est avec une pomme, et ça, c'est avec un. Ah, là. Hop, macOS. Tu passes le Windows devant toi. Ouais. Alors ceux qui sont sous Linux, je vais vous demander de ne pas le faire maintenant, sauf si vous y arrivez rapidement. La voix de Linux, c'est une voix comme je vous ai fait entendre tout à l'heure, robotique, très désagréable. En théorie, il y a moyen d'installer une autre voix, sauf que j'avais jamais réussi. J'ai pas de poste Linux à distribution. Je l'ai testé hors cas dans le cadre d'une mission courte. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de creuser le sujet, mais
logiquement, on peut installer une voix un peu plus fluide comme celle de Julie ou Thomas. Mais ça ne marche pas forcément. Ok, je vous laisse vous débrouiller sur Linux. Je vais juste montrer, est-ce que ceux qui doivent installer NVDA, vous avez réussi ou pas? C'est en cours de téléchargement. Ouais, alors mon téléphone, ça va pas être fou le débit. Ça arrive. C'est vrai qu'un atelier sans Wi-Fi, c'est un peu compliqué. On a demandé tout à l'heure et en fait, vous ne pouvez pas nous donner un Wi-Fi global. Sinon, il faut passer à l'accueil faire les petits papiers. On n'est pas filmé, je peux raconter des bêtises? Okay. Il y a une caméra là. Une caméra. Ouais. Je fais attention depuis tout à l'heure de mon profil. Alors je vais meubler un peu pendant ce temps-là. Juste oui, ceux qui sont sous Linux, c'est souvent quand on parle de lecteur d'écran Linux, les gens nous disent voilà, il n'a pas très bonne réputation. Mais en vrai, quand je l'ai testé sur une mission, il n'est pas si mal que ça. Alors, on l'a vu au niveau des stats utilisateurs, il y a quand même très peu de personnes qui l'utilisent. Mais en vrai, je ne l'ai pas trouvé si pourri que ça. Après, les stats, elles sont un peu biaisées par le fait que certains lecteurs d'écran soient plus efficaces que d'autres sur iOS. iOS, par exemple, clairement, les personnes non-voyantes ont plus souvent de l'iPhone parce que justement, un VoiceOver iOS est très efficace et ils l'utilisent vraiment bien. Donc, ça permet d'avoir un iPhone qui a une autonomie de fou parce que tu n'as pas d'écran allumé. Ceux qui ont déjà une NVDA, vous pouvez regarder les petites slides qui sont un petit peu de... ça permet de donner un petit peu de confort dans la navigation. C'est des petites options que je vous conseille de cocher sur votre lecteur d'écran. Donc notamment la visionneuse de paroles. Je la mettrai tout à l'heure, ce qui permet de voir à l'écrit ce qui est dit à l'oral. Ça peut être pratique des fois pour copier-coller ou pour revoir des choses qu'on n'a pas entendues. Il y a tout ce qui est écran qui permet de choisir la voix. C'est là que vous allez pouvoir choisir Julie. Bon, elle a des copines et des copains, mais moi j'aime beaucoup Julie. Et vous pouvez régler le débit. Normalement, par défaut, le débit, il n'est pas trop mal. Et puis un petit peu les règles de suivi et de mise en évidence. Voilà. De décocher aussi, je vous conseille le suivi de la souris, parce que c'est vraiment pas comme ça que les utilisateurs naviguent. Donc, j'ai eu un retour comme ça sur une mission où la personne testait avec un lecteur d'écran, mais elle naviguait au clavier, à la souris dans la page. Et elle ne comprenait pas que le lecteur d'écran ne lisait pas toute sa page, parce qu'elle passait sur le focus sur les boutons. Donc, oui. Et donc pour VoiceOver, comment on configure ça? T'as pas fait les slides, Henri? VoiceOver, ça marche tout seul. En fait, j'ai rien à faire en fait sur VoiceOver. Enfin, non, je déconne. Il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est un peu pareil que NVDA, il y a plein de paramètres à régler. En gros, quand on lance l'utilitaire VoiceOver, qui est séparé de VoiceOver, VoiceOver, c'est un module à part, qui est dans les préférences système en accessibilité sur le Mac. Et l'utilitaire VoiceOver permet de régler tous les paramètres de VoiceOver. Donc, c'est deux applications séparées. C'est un peu compliqué à comprendre au départ. Puis finalement, une fois qu'on en est habitué, on ne fait plus attention à ça. Donc, on a l'écran simple, en fait. Donc, en général, là, c'est juste le message d'accueil de VoiceOver, des préférences portables s'il y a besoin. Voilà. Apple Script, qui est plus trop utilisé aujourd'hui. Il y a deux écrans plus intéressants. La parole, alors là, j'ai la voix d'Audrey qui a été sélectionnée. Je vous conseille d'utiliser les voix premium qui sont plus lourdes en poids, mais qui sont vraiment plus fluides en termes de lecture. C'est plus agréable. Donc là, pareil, il y en a plein. Il y a Siri, il y en a plein. Et si vous voulez rigoler un petit peu, c'est changer le lecteur d'écran d'un de vos camarades en voix français-canadien ou français-belge, et là, c'est super, on rigole bien. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, j'ai une image qui n'était pas là. Donc voilà, on peut régler le débit, la tonalité. On peut vraiment changer plein de choses, c'est comme sur NVDA en fait. Là, on a des souris tout à l'heure, en fait. Synchroniser la souris avec la navigation au clavier, c'est possible. Des fois, ça peut être une bonne roue de secours quand on se plante dans la page.
Voilà. Après, on peut aussi faire un truc sympa, c'est des paramètres par défaut en fonction des activités qu'on a. Donc, on peut paramétrer VoiceOver pour aller plus vite, moins vite sur de l'audit. Moi, j'ai souvent très vite et j'affiche le texte. Comme ça, je ne fais pas attention au texte qui est lu. Je lis ce qui est écrit. Voilà, on peut changer plein de choses dessus. Voilà, donc je prends plein de trucs différents. Alors, on va voir comment ça marche. Attends, déjà, plutôt c'était est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde a un lecteur d'écran qui fonctionne? C'est bon? C'est vrai? Ouais, génial. Voilà. On avait un petit peu peur de cette étape-là. Ouais, on a entendu personne pour l'instant. Bref, du coup, on peut attaquer. La première démo, c'est nous qui allons les faire, ça va être plus facile. Et après, c'est vous qui allez tester avec votre lecteur. Première chose qu'un utilisateur de lecteur d'écran voit, plutôt entend quand il arrive sur une page web, ça va être le titre de la page. Et c'est super important. Pour trouver une petite analogie, imaginez que vous cherchez un livre dans une bibliothèque. Vous avez toutes les tranches des livres avec le titre dessus. S'il n'y avait pas un titre pertinent sur la tranche, vous seriez obligé de prendre le livre, l'ouvrir, feuilleter et voir si c'était le livre que vous cherchez. Ça serait super long. Pour les utilisateurs de lecteur d'écran, c'est la même chose en fait. Le titre de votre page, il doit être explicite sur le contenu pour ne pas avoir à naviguer entre les onglets, rentrer dans la page, voir si c'est la bonne page. Donc c'est vraiment un truc super important. Je vais vous faire une petite démo de ce qui peut de comment ça se passe. Hop, si je réussis à choper ma fenêtre. Hop, tac. Hop, non. Où est ma souris? Hop, alors. Alerte de sécurité, ok. Ok, ma souris elle est là. Ok. Hop, il est capricieux mon lecteur. Hop là. Ah. Hop. J'ai plus de... Ah, mais je prends pas la bonne touche, c'est pour ça. Excusez-moi. Hop. Alors, je vais mettre dans le cas... en mise en situation, je suis une personne aveugle qui a besoin de changer de forfait téléphonique. Je vais ouvrir plusieurs onglets. En navigation classique, en fait, je cherche mon forfait téléphonique. Je lance NVDA. Ok. Salut. Bienvenue dans NVDA Dialogue. Vous pouvez venir à... Ok. Et là, je vais naviguer entre les différents onglets de mon navigateur, donc avec les touches CTRL FN haut bas ou CTRL page up, page down. On va voir si ça marche. Forfait mobile 200 Go pas cher et sans engagement Soch. Forfait mobile 5G 4G et sans engagement pas cher. Clickable bannière région navigation région lien graphique la poste mobile. Clickable bannière région application menu principal navigation région clickable lien graphique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Premier onglet, on avait bien le forfait mobile de 100 Go pas cher, on était chez Soch, on avait bien toutes les informations. Deuxième onglet, on avait bien forfait mobile 5G, mais on ne savait plus où on était. Et en l'occurrence, on n'était plus, je vais vous montrer ma fenêtre, on n'était plus chez Soch, on était rendu chez SFR. Hop. Ah, ça va être chaud, hein. Hop. Troisième onglet. Document. Visiter. On a juste entendu la postée mobile FR panier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur cette page-là, ils ont carrément oublié la balise title. Il n'y a pas de balise title. Donc Julie, elle a une page web, elle n'a pas de titre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit l'URL. Donc là, c'est une URL courte, mais ça peut être vite la catastrophe. Bon, après, c'est le panier, c'est pas une page importante, on s'en fout. Non. Bref. Et la dernière, c'est pareil, c'est une page erreur technique. Je vous l'ai fait écouter parce que c'est classique, ça, en fait, sur des pages techniques. Le title qui est oublié ou mal configuré. Hors de lien, post. Hop, je vous refais une petite démo, quand même, parce que c'est rigolo, les titres. Moi, ça me fait rire, excusez-moi. Vous pouvez... Tac. Espace. Application. Alors, deuxième mise en contexte. Menu. Épingler cette visionneuse de paroles de... Hop là. Justement. Vous. Fermez plusieurs onglets sous menu L3. Application. Ok. Lien.
Il y a une touche pour arrêter le débit de voix, hein, si vous voulez, quand vous naviguez comme ça. Ce qui est chiant avec les lecteurs d'écran, c'est aussi quand on veut faire des manipulations sur son PC. Et ben, en fait, on a le son qui continue et qui part dans Excel, dans Teams, enfin, où vous voulez. En fait, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle et ça vous coupe le son. Alors, deuxième petite série. Je vous fais écouter, puis vous allez me dire en fait. Ah. C'était quoi contrôle FN? Ouais, voilà. Recherche Max ISO. Clickable. Vous pouvez... Est-ce que vous pensez que Recherche Max ISO, c'est un titre pertinent? Non. Alors, je vous fais écouter un deuxième onglet qui est ouvert. Recherche Max ISO. Est-ce que vous pensez que Recherche Max ISO, c'est pertinent? Alors, bon, en fait, c'est bien... surréaliste. Pardon. Fnac. Recherche Max ISO. Je vous montre les pages. La première, c'était une recherche sur Max ISO. J'avais recherché mammouth, parce que les enfants, ils veulent que j'achète un mammouth. Donc je me dis, ça va manger beaucoup. Je vais aller voir sur Max ISO. Et puis, pas de résultat. Deuxième... Hors de région, bouton retour en haut. Hop. Fnac comme recherche Max. Voilà. Deuxième, j'ai fait aussi une recherche sur Max ISO, mais pour une souris. Parce qu'on a aussi une souris à la maison. Et là, on a bien deux pages complètement différentes, avec le même titre. Donc c'est pas du tout pertinent en fait. Troisième exemple, je me suis spoilé si vous avez vu mes trucs. Assistant d'ancrage. Troisième exemple. Recherche Mac. Fnac comme document. Please enable JSN disable an ear blacker. Ok, alors j'ai un magnifique captcha. Alors ça c'est vraiment le truc. Please enable Là le truc pas du tout accessible. Je vais le faire à la main. Puzzle résolu en 0,96 secondes. C'est la magie du live. Ah, oui. Hop. Ah bah on va le voir après, c'est le... ça fait partie des petits jeux. LDL, Alors, souris, clickable axe. Donc là, En fait, troisième c'est onglet, important. souris. On a entendu juste souris. LDLC comme document. Clickable bannière région lien menu. Ok. Votre recherche sur LDLC, souris Logitech. Je recherche. Votre recherche sur Bon, LDLC. je vais arrêter, on va pas trop prendre trop de Ouais, temps dessus. Juste pour vous montrer qu'en fait, là j'avais plein d'onglets. J'en avais une, c'était souris alors que je recherchais... un c'était recherche et je recherchais mammouth. Le deuxième, je recherchais souris. Le deuxième, je recherchais encore souris, mais c'était un contexte différent parce que j'ai une souris et une souris à la maison. Mais voilà, d'où l'importance d'avoir des titres explicites parce que sur des pages complètement différentes, si on n'a pas le contexte, bah, ça ne marche pas. Connexion. Là, je vais revenir sur Votre recherche sur LDLC. mon onglet. Si je retrouve ma page, excusez-moi. Hop. Votre recherche sur LDLC. Démarrer fenêtre. Vous pouvez venir. Quitter NVDA. Salut, Julie. C'est compliqué en live. On fait ça sans filer. Voilà. Donc, bref, le titre de la page. Je te laisse. Oui, résumer. de la page, en résumé rapide, ça peut se situer dans l'historique, ça peut se situer dans les onglets. Ça permet, dans les favoris, de récupérer l'information. Alors ça ne sert pas qu'à ça. Vous voyez bien qu'un lecteur d'écran, il se sert de ça pour commencer sa lecture. Et en fait, si vous avez un titre de page qui n'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas dans la recherche dans les onglets. Et le fait de voir les onglets et de ne pas entendre le titre de la page, souvent les gens ne réagissent pas en testant. Mais le truc, c'est on peut tester avec des lunettes pour dormir dans l'avion ou dans le train. En vrai, ça donne une vraie situation. On se rend vraiment compte que c'est compliqué d'utiliser un ordinateur sans voir son écran. Et d'avoir le retour son est primordial pour une personne qui est non-voyante. Dans une série de recherche, à l'intervalle des résultats affichés, tu n'as pas affiché la page en question, mais en fait, en gros, on devrait avoir le titre du site, le contexte, là où on se trouve, et puis si on a un processus en cours de genre un formulaire avec des étapes, etc., on doit avoir les étapes qui sont indiquées. Comme ça, la personne sait exactement où il est. Et c'est une règle qu'on retrouve d'ailleurs en SEO, chaque page doit avoir un titre unique. Ouais, exactement. Et on met toujours le nom du site avant. Ah non, on le met après. Bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. Ah oui, d'ailleurs, il y en a qui font des SPA.
des single page apps. Ouais. Vous êtes concernés? Je vous regarde. Je pense que vous êtes tous retrouvés à naviguer sur un site. Vous faites un parcours super complexe. Et puis à un moment, vous dites « Ah non, l'écran précédent, je veux modifier ». Vous cliquez sur « Précédent » et là, boum, vous vous retrouvez sur la page d'accueil du site, voire même sur Google. Vous êtes concernés. N'oubliez pas, découpez vos apps en différentes routes et donnez-leur des titres explicites. Ah, le routeur, c'est la base. Ça marche pas. Hop. Tu vas plus bien? Non, c'est bon. Pourquoi je ne peux pas changer de slide? On va le faire à la main. Hop. Alors, ouais, petit conseil et astuce. Vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent de dresser la liste complète de vos URL. Ça permet, il y a Xinu ou Screaming Frog, ça peut vous permettre sur un site existant de vérifier que vous n'ayez pas des erreurs comme on a écouté ou de faire des checks. Vous pouvez automatiser, bien sûr, on est développeur, on est flemmard, donc dans vos fonctions de routage, mettez par défaut le nom de votre site, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Par ailleurs, il y en a qui connaissent Opquast? Une personne? Ah, ouais, c'est triste. Ouais. Je te laisse en parler d'Opquast. Oui, alors Opquast, c'est un organisme de certification web. C'est un organisme de certification qualité. En fait, l'idée, c'est qu'on ait un vocabulaire commun entre les différents intervenants sur un site web. L'idée de départ, c'est ça. Mais surtout, ça vous apprend plein de choses sur les métiers des autres. Dans une équipe, en fait, quand vous bossez avec un développeur, quand vous bossez avec un back, avec un front, quand vous bossez avec un designer, parce que les designers ne pas comme les autres, les développeurs aussi, hein. Je ne jette la pierre à personne. Les chefs de projet encore moins, d'ailleurs ils ne comprennent pas, ils ne comprennent ni les développeurs, ni les designers, ni personne, ils ne comprennent que le client. Donc voilà, en gros, quoi, c'est ça, c'est plein de petites règles intéressantes. Et souvent, moi je retrouve beaucoup des liens avec le RG2A sur certaines règles. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Opquast, c'est vraiment c'est super bien fait. Alors c'est pour ça, sur tous les slides, on a essayé de raccrocher aux critères RGA. Tout le monde connaît le RGA ou pas? Le RGA, référentiel général de l'accessibilité, de l'aide d'amélioration de l'accessibilité. Merci. Qui est la norme française de test des sites internet. Des fois, le RGA c'est un peu brut et souvent en fait les règles Opquast portent sur les mêmes critères, mais vont donner du contexte, des méthodes de test. C'est vachement bien fait. D'ailleurs, on leur a piqué plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en fait, c'est vrai que c'est un référentiel, mais c'est aussi une formation et une certification. C'est une certification qui est reconnue. Donc, si vous avez besoin de certifier que vous avez des capacités en accessibilité ou de manière générale, c'est un bon chemin pour arriver à avoir une certification. Et c'est très large, hein. Ça couvre aussi bien des règles marketing, commerciales, de SEO, de sécurité. Bref, on arrête la pub. Bref, une fois que vous avez le titre de la page, comment ça se passe? Nous, pour un utilisateur voyant, c'est facile, on voit direct en un clin d'œil le header, le footer, le menu de navigation, les zones chaudes, on sait comment naviguer. Mais un utilisateur aveugle, comment il va faire lui? Il va avoir différentes tactiques de navigation. Avant de partir sur les différentes techniques de navigation, je vais faire un petit focus sur le focus. Le focus du lecteur d'écran, il va être différent du focus clavier habituel. Avec le focus clavier habituel, on fait Tab, Shift, Tab, on navigue d'éléments interactifs en éléments interactifs. Mais si le lecteur d'écran il faisait que ça, on pourrait entendre que les liens et les boutons. On n'entendrait pas les images, les paragraphes, le texte et tout ça. Donc le lecteur d'écran, il a un focus différent qui est basé sur des touches de raccourcis. On vous a donné d'ailleurs les différents raccourcis clavier. Donc ça va différer entre les différents lecteurs d'écran, mais ils ont une chose en commun, c'est que tous ces éléments de navigation, ils se basent sur le HTML. Donc si le HTML de votre page n'est pas correct, n'utilise pas les bons éléments sémantiques, il n'y a aucune chance que votre navigation soit couronnée de succès. Voilà, et voilà, j'ai tout raconté. Bref, première tactique, ça va être de lire la page en entier. Donc on va se mettre dans une situation d'une personne aveugle qui arrive sur le site du Basecamp et qui recherche le lien LinkedIn, parce qu'il meurt d'envie de faire un lien LinkedIn sur le Basecamp. Donc je vous invite à lancer votre lecteur d'écran, à aller sur la page d'accueil du Basecamp et de lire la page jusqu'à ce que vous arriviez au lien LinkedIn.
Vous avez le droit de regarder votre écran, c'est pas grave, juste pour vous rendre compte. Sur NVDA, la touche, ça va être Insert A pour lire à partir du début. Si vous lancez NVDA, normalement, ça se lit tout seul. Sur VoiceOver, c'est pareil. C'est VoiceOver, enfin c'est raccourci VoiceOver, c'est CTRL Option et c'est A. Aussi. Et sur Orca, ça doit être pareil. On les a pas mis dans les slides, mais les raccourcis sont à peu près les mêmes entre NVDA et Orca. Je crois qu'il y a quelques exceptions qu'on a dû mettre sur les slides. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, et puis vous me dites quand vous avez terminé. C'est loin de le lire. Rapide. Dans 5 secondes, c'est fini. Hein. Non, il y en a au moins pour 2 minutes. Ça dépend du flux de la voix. Nous spoil pas. Ah, c'est ok. Ah, c'est du Mac. T'arrives pas à lire la. Ouais. C'est long. Hein. T'as lu la page en entier? Ah bah oui, c'est ça. T'as triché. C'est ça en fait. Ça en touche le problème du doigt, c'est qu'en fait, souvent les pages elles sont comme ça, et en fait, si c'est en bas. Comme ça, tu es sûr de voir tout le monde. Là, c'est un peu comme les pages de pub quand t'es entre deux morceaux d'un film, tu vois. Mais là, tu es obligé de te rester, tu peux pas partir. Ouais. Est-ce que tout le monde a écouté la page en entier là jusqu'à LinkedIn? C'est long, hein. C'est pénible, hein. Parce qu'en fait, quand on regarde la page, pourtant la page du Basecamp, il n'y a pas grand-chose. On se dit ça va être super rapide. Mais en fait, non. Bah, déjà, de vocaliser, c'est super long. Et puis le lecteur d'écran, il donne plein de contexte en plus. Il dit que c'est des liens, il dit que c'est des images, il dit même des choses qu'on, nous, utilisateurs voyants, on n'a plus accès. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, mais il nous dit si les liens ont été visités ou pas. Il donne du contexte, il raconte plein de choses. Donc, certes, ça marche, mais c'est très long. Donc si les utilisateurs devaient naviguer que comme ça serait la croix et la bannière. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent naviguer efficacement. Donc voilà, ça va être utile dans certains cas, mais il faut compléter avec d'autres tactiques. Petit aparté. Ouais, bon, c'est à moi de parler du coup. Je fais contrôle, tu te tais. Non, du coup là, voilà, on peut faire une pause de lecture, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous lancez vos lecteurs d'écran dans un open space, que vous n'avez pas de casque, et puis que d'un coup, Julie se met à parler hyper vite et que ça rend fou tout le monde dans l'open space, le contrôle c'est pour couper le son. Voilà, c'est ma touche préférée. Avec Insert S sur NVDA, on peut aussi couper la voix complètement. Parce que contrôle, ça coupe la lecture en cours, mais ça reprend aussitôt après. Oui, non, tu peux la relancer. Ouais. C'est une pause en fait. Oui, bon, du coup, on peut passer à la suite. Ouais. Ça, c'est juste une aparté parce que c'est le raccourci le plus utile, je pense. Là, on a écouté, vous avez écouté linéairement, mais on peut aussi utiliser les flèches haut-bas sous NVDA. Pour passer d'une étape on parcourt le document d'élément en élément, pas d'éléments cliquables en éléments cliquables ou de zones chaudes. On parcourt paragraphe par paragraphe ou lien par lien, etc.
On parlait de stratégie tout à l'heure. Les stratégies qui sont mises en place par les personnes qui sont en déficience visuelle, c'est des stratégies de navigation différentes des nôtres. Ils vont s'appuyer beaucoup sur les éléments sémantiques du code. On parlait de nous, on arrive sur une page web, on voit le header tout de suite, on voit le main, on voit la nav, on voit le footer. S'il y a des contenus alternatifs, enfin, des sites, on les voit tout de suite. Mais en fait, tous les mots que je viens de citer, c'est des balises HTML et ça constitue les landmarks d'une page web. Et ces landmarks-là, elles sont... T'as une slide d'avance. Oui, j'ai avancé trop vite. Oui, donc voilà, ça permet de naviguer de façon plus cohérente dans une page, aller directement au contenu, par exemple. Juste aussi dans les raccourcis utiles, sous NVDA, si vous faites insert F7, vous allez avoir un menu qui vous permet de naviguer à travers les liens de la page, les landmarks. On va les voir par la suite. Il y a le rotor sous VoiceOver. Alors le rotor, il est intéressant parce que vous pouvez choisir les éléments. La façon dont vous naviguez dans une page via le rotor vous permet de choisir les types d'éléments que vous voulez utiliser. Le rotor s'appelle rotor parce que ça va naviguer entre différents éléments d'une page en boucle. Ce qui est marrant, c'est que sur VoiceOver iOS, le rotor est réellement un petit bouton qu'on tourne. En fait, le raccourci, c'est 4 doigts sur le mobile, on les tourne et on accède à un menu qui est en rond. En fait. Donc voilà, donc on l'a écouté, la lecture totale de la page, c'est pas super efficace. C'est quoi les autres tactiques? Et là, tu as le droit de parler des landmarks, Henri. Oui, alors du coup, je parlais des landmarks tout à l'heure. En fait, les autres tactiques, c'est naviguer de landmark en landmark. En fait, les landmarks ARIA, comme je disais tout à l'heure. Il y a un autre moyen qui est, qui peut être utilisé comme stratégie en navigation clavier notamment. Non, c'est après qu'on en parle. Là, on va juste tester les landmarks. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le site du RGA et de naviguer avec la touche D ou M sous Orca. Et sur VoiceOver, c'est via le rotor. Et vous allez voir, normalement, en faisant ça, vous allez passer du header à la navigation, au contenu principal, au footer, avec juste une touche. Tu vas trop vite, on va encore finir le talk en 1 heure. Non. On a des questions comme ça. Ça marche avec Linux ou pas? Avec Orca, normalement, ça doit marcher. Ouais. En fait, ça t'ouvre, voilà, c'est ça. Et du coup, tu navigues dans le contenu de la page. Et c'est un gros gain de temps. Ouais. Parce que en fait, quand tu appuies sur la touche M ou D, il t'amène sur la zone et il commence à lire la zone. Comme ça. Et après, si tu appuies, tu vois, normalement, il passe sur il passe tu peux choisir quelle zone tu veux pouvoir naviguer. Zone structurelle. En fait, tu n'es pas obligé. Tu peux changer de profil. Et dans ton profil, définir certaines zones. Essaye la touche D. D'accord. Parce que là, actuellement, il regarde quoi non, il faut faire la combinaison de... je ne sais plus la touche, ça doit être ton Orca modifier. Efficace parce que tu navigues vraiment dans ta sémantique de page. Je ne sais plus quelle... Après, tu as de la chance. Voilà. Non, mais après, en fait, c'est pas grand-chose de faire des choses bien. Souvent. Ouais, je ne sais plus la touche. Est-ce qu'il y en a un qui utilise Orca, là, qui a trouvé la touche de fonction? Non, normalement c'est une combinaison de touches. Tu as la touche, grosso modo, de l'équivalent d'une touche fonction, un truc comme ça, quand tu navigues via Orca. Et je ne l'ai pas mis sur les slides et je m'en souviens plus. Dans la navigation, tu peux choisir... non, c'est plus loin. C'est commande. Attends, le rotor. Je ne sais plus où est le rotor. Non, c'est pas là. Non, c'est ça. Si tu redescends, c'est dans navigation. Je crois qu'il y a un onglet en haut. Non, c'est un onglet web. Il y en a qui réussissent à le faire marcher sous Linux. Web rotor. Et du coup, tu choisis en fait. Ouais. C'est quoi que tu utilises comme touche pour lancer les commandes? Et tu peux choisir même les articles. Quand tu es sur un site de news, tu peux lancer ça marche direct avec M, toi. En fait, c'est souvent ce qu'ils font. Ils ont un profil adapté et ils vont naviguer d'une façon. De toute façon, ils perdent un temps fou. On sent l'énergie passer. Ok. Imagine une page de recherche avec. Voilà.
Alors, ça, tu fais. Tout le monde a réussi à le faire ou vous voulez que je le fasse à l'écran? Avec NVDA, je ne connais pas. Je suis pas. Moi, je suis un Ouais, pro. je vais lancer, voice-over. Alors, normalement, tu peux dire, soit tu veux remonter. Alors, tu peux rallier un top. Soit. Alors, dans l'idéal, le haut de page, il n'est pas indiqué là. Je sais pas, je vois pas. Il y a beaucoup de liens, je suis peut-être pas ça. Ouais, attends, voilà. Moi, souvent, quand j'ai besoin de remonter sur le haut, je fais un contrôle A comme ça. Je reviens en haut de la page. Je recommence Bien. par la page. Et puis, je fais ma navigation comme ça. Voilà. Donc là, je suis Référence. sur le site du RGA, et si j'appuie sur la touche D, Information sur le République. Accès rapide bannière région République. donc là je suis sur le header. Clickable menu principal navigation région liste de 4 principale région rendre les sites et services numériques. Information sur le contenu région République. Quitter. Donc l'idée c'est de pouvoir naviguer facilement entre les zones structurelles de la page comme nous on le fait en tant que voyant. Alors ce que je vous propose, si je retrouve ma souris, donc ça marche bien, c'est cool, mais qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors je vais vous faire une démo sur le site Basecamp. Ça a grondé, je l'ai pas invité après. Oh, putain. Ça marche pas. Qu'est-ce qui m'ouvre? Ah, je sais pas parce que je suis pas sur la bonne fenêtre. Hop. Alors ceux qui peuvent, qui réussissent à le faire marcher, je vous invite à essayer. Je vais vous le montrer là. D. Brescan, 13e édition, clickable information sur le contenu région Brescan aucune région suivante. Donc là, quel est le problème? C'est qu'en fait, les régions, elles n'ont pas été définies. Donc bah, forcément, pas de bras, pas de chocolat, pas de région, pas de landmark. Donc ça ne marche pas. C'est le premier problème. Deuxième problème qu'on peut avoir... Hop, si j'arrive à retrouver mes slides. Reveal, cadre click. Ok. Ah, j'ai perdu mes slides. Hop là. Deuxième problème. Vous pouvez venir à cet atelier. Ok. Clickable applique. Ouais, trop dur. Hop. Okay. Application. Complémentaire. Pour ceux qui peuvent, je vous invite à essayer de faire la même chose sur le site Recyclivre. Si tu vas aller chercher un truc à manger, c'est le moment. Je vois rien qu'aux têtes, je vois qu'il y en a qui arrivent à le faire. Recyclivre. Voilà. Je vais le faire. Vente. Clickable bannière région Recyclivre. L'occasion fait le lien graphique. Visitez lien. Principale région livraison offerte en point relais sans minimum d'achat. Navigation région liste de 15 éléments nouveaux chez nous lien. Navigation région théâtre lien. Navigation région livre de référence lien. Navigation région littérature humoristique lien. Navigation région roman policier lien. Navigation région roman noir lien. Navigation région fantastique et terreur lien. Navigation région grand courant lien. Navigation région ouvrage de référence. Navigation. Hop là, excusez-moi, je me suis lâché. Bref, vous avez entendu le problème. Qu'est-ce qui se passe là? Le focus il part dans le menu, et dans le menu il y a 105 balises navigation, je crois. Et donc ben, voilà, trop de navigation. Trop de nav, tu la naves. Exactement. RCSS Carousels accès. Trop de nav, tu la naves. Application. Complémentaire. Attendez, excusez-moi, je vais fermer le jeu. Vous. C'est vrai que les landmarks, voilà, c'est bien, c'est très structuré, c'est très simple en fait. On a un header, une navigation, on parle de search, un main et un footer. Là, on n'a pas le aside, qui est la colonne qu'on peut voir à droite ou à gauche en fonction du design des sites. Mais voilà, donc globalement, les landmarks, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Navigation, on peut en avoir plusieurs, mais c'est bien de ne pas en avoir trop. Parce qu'on voit que quand on a trop de navigation, même si
c'est bien défini comme une navigation, ça complique la navigation au lecteur d'écran. Et c'est important de la nommer, votre navigation. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a des petits rôles qui traînent. Ça, ils sont importants. C'est pour de la rétrocompatibilité. Souvent, on nous pose la question quand on fait des audits et qu'on remonte ça. Ça marche en fait avec un navigateur et un lecteur d'écran récent. Juste avoir la balise sémantique, ça va marcher. Mais on est obligé de le mettre par le RGA, donc faut pas oublier. Et c'est un critère d'exclusion. Donc ça, c'est la référence de critère RGA. Troisième, c'est ça, stratégie de découverte, ça va être d'utiliser les liens. Pourquoi les liens? Parce que ça fait partie des zones chaudes principales, des zones d'action de votre site. Et donc ça permet de découvrir rapidement ou d'accéder rapidement à une fonctionnalité de votre site. Donc je vous propose de refaire l'exercice sur le site du Basecamp, d'essayer de trouver le lien LinkedIn, mais en passant de lien en lien, donc en utilisant la touche K ou c'est quoi sous VoiceOver? L. Tu as réussi à trouver la commande? Ah. Et si tu essayes un insert K, est-ce qu'il passe de lien en lien? Oui. Il y a beaucoup de liens. Ouais, donc là c'est bien insert, il passe bien de lien en lien. Non, mais il te lit le lien quand tu fais K. Ok, ouais, donc ça marche. Vous avez réussi à naviguer comme ça? Ouais, c'est quand même plus efficace. Là, normalement, on met en lecture complète, ça prend à peu près 2 minutes en vitesse lente. Et là, il y en a pour 30 secondes. Donc ça marche quand même beaucoup mieux. Ça marche si les liens sont corrects, parce qu'on va voir ce qu'il peut y avoir comme problème. Il me semble qu'il n'y a pas trop de soucis de liens sur le site Basecamp. Ils sont pas trop mal. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe aussi, il y a du contexte. Il rajoute visiter lien. Bref, ça, c'est quand ça marche. Ah oui, petit aparté. Attends, je n'ai pas les mêmes slides là. Ah oui, ouais. D'ailleurs, comment on pourrait faciliter cette navigation par lien? Tout à l'heure, on a parlé des landmarks, mais les landmarks, ça a concerné que les utilisateurs de lecteurs d'écran. Pour les autres utilisateurs du clavier, s'ils arrivent sur le site Recyclivre où il y a 365 liens dans le menu, ça va être compliqué de naviguer que par les liens. Est-ce que vous savez une technique qui peut permettre de faciliter la navigation par lien? Comment? Alors non, c'est quelque chose que tu dois développer en fait. C'est un menu d'évitement. Donc c'est un menu que tu peux mettre caché par défaut en haut de ton site et qui va apparaître à la prise de focus et qui va te permettre de naviguer vers les zones chaudes de ta page. Donc le contenu principal, attends, je vais vous montrer si ça marche. Hop là. Là-dessus. Ah, en fait, ça peut améliorer, mais c'est surtout un des critères du RG2A. En fait, on doit avoir des liens d'évitement pour aller directement à des zones chaudes de la page, sans utiliser le rotor, sans utiliser la navigation clavier, etc. Là, on va juste sur le lien, on fait entrer et on descend au footer ou au contenu ou à la navigation. Voilà. Là, je vous ai fait j'ai fait un petit patch. Là, j'ai injecté du CSS et du JS. Là, si je fais tabulation, le premier lien que je vois, il me permet d'aller au contenu principal. Contenu principal, menu principal, recherche, pied de page. Et là, avec juste un tout petit bout de code, hop, j'arrive à mon contenu principal au lieu de faire 365 liens. Je suis sorti de la... Et je suis sorti du bandeau. Ouais. Donc ça fait partie... Hop.
des choses bien à mettre en place. Et d'ailleurs, il y a même... hop, ça marche pas. Hop là, je reviens là. Tac. Il y a même un critère RGA, comme tu disais, une règle request. Et souvent il est invalidé celui-là. Et pourtant, c'est tellement simple à mettre en place. S'il est dans le maths. Comment? Voilà. Ça catch, ouais, tu ne l'as pas toujours visible à l'écran, ce qui fait que tu vas récupérer. Tu fais ça avec un petit bout de CSS en fait, qui détecte le focus. Il y a un focus à la navigation clavier et pas un focus au clavier à la souris. Donc ça, c'était quand ça marche, mais il y a plein de soucis avec les liens. Alors je vous invite à aller écouter, naviguer par un lien sur le site Prixtel et me dire s'il y a des choses qui vous choquent. Juste passer son... Comment? Comment? Ok. On va le faire. Ça va le faire. Il y en a qui peuvent me dire ce qui ne va pas. Ouais, il y a plein de en savoir plus lien, en savoir plus lien, en savoir plus lien. Ouais, en savoir plus sur quoi. Si je vous avais demandé de cacher votre écran et de mettre vraiment en situation, tu n'as aucune idée de savoir vers quoi amène le lien, sauf d'arrêter la navigation par lien et puis de repartir sur une autre type de navigation. Sauf qu'en fait, c'est galère, parce qu'on a bien vu, de lire toute la page, c'est compliqué. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir naviguer plus rapidement en utilisant les liens. D'ailleurs, souvent, quand on commence à faire de l'accessibilité, on se dit « Oh, ils sont pénibles avec leurs règles de faut que le lien soit explicite. Les gens, ils peuvent bien regarder à côté ce qu'il y a autour. » Ouais, le contexte. Le contexte. Et sauf, c'est en pratiquant qu'on se rend compte que c'est galère d'aller voir le contexte et que c'est important d'avoir des liens explicites par eux-mêmes. On vous parle de liens, mais c'est valable pour les boutons aussi. Si vous pouvez aller écouter ce site-là, et en naviguant que par les boutons, donc les boutons, j'ai oublié de mettre le raccourci, c'est B. Je crois que c'est B. Il est magnifique ce site, en plus c'est un site sur le handicap. S'il y a des UX, UI, les UX, UI apprécieront. C'est tellement pourri le site qu'ils ont été obligés de mettre un mode d'emploi de Bref, j'espère que personne travaille chez eux. Donc on va enchaîner un petit peu. Je pense que vous avez entendu, la plupart des boutons, ils n'ont pas d'intitulé, donc ça fait bouton, 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 bouton. Comment on corrige ça, Henri? Eh bien, on corrige ça en utilisant une classe qui s'appelle Visually Hidden. C'est un élément CSS qui va clipper le texte et qui va le masquer. Donc on peut rajouter un contexte derrière. On peut utiliser un ARIA label pour venir réécrire le contenu du lien. C'est quelque chose qu'on ne préconise pas, parce qu'utiliser ARIA, c'est vraiment le dernier recours. C'est quand vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord. Donc, utiliser une classe Visually Hidden sur un lien, ça suffit. Le texte est masqué aux personnes qui n'en ont pas besoin, parce que le contexte est évident quand on regarde une carte, et ça ne l'est pas pour quelqu'un qui est sur un lecteur d'écran. Donc, cette classe-là, elle est vraiment très utile à utiliser. Et c'est très important de rajouter du contexte dès qu'on peut, même s'il faut le masquer. D'ailleurs, ouais. Oui.
Ouais. Ah. Alors, ça dépend comment tu l'implémentes. Tu veux répondre? Ouais, alors, sur le bouton, par exemple, ça dépend quand tu implémentes ton truc. Ton SVG, il peut porter un title. Donc, en fait, il a un nom accessible. Donc, le title peut être utilisé pour ça. Il sera vocalisé. Ce ne sera pas forcément évident pour quelqu'un qui n'a pas de lecteur d'écran. Parce que le problème de l'icône, c'est que l'icône, elle est des fois pas forcément super compréhensible par tout le monde. Après, ça dépend de la culture, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc moi, j'incite souvent à mettre du texte quand même. Le maximum de texte. Si tu veux masquer ton texte, tu le masques. Utiliser dans le SVG. Le SVG, c'est bien pour ça. Tu utilises vraiment la sémantique du SVG, tu utilises le title dedans. Et comme ça, il est vocalisé. Si c'est une image? Si c'est une image, ben, tu mets un visual hidden. Non, tu mets un alt. Un alt, oui, mais moi j'aime bien image avec du texte. J'aime le texte. Parce que quand tu viens à la CSS, tu as l'image et le texte. Et si c'est un glyphe, utilisez pas de glyphe. Voilà. Oui, j'ai fait une conf là-dessus. Ça, les glyphes, c'est un truc. Oui, non. Si vous n'avez pas le choix et que c'est ça, si c'est un glyphe, vous mettez un visually hidden. Mais n'utilisez pas de glyphe. Il y a quelques années, on a une arrivée de Fontawesome qui nous a amené plein d'icônes super sur des applications et tout. Et ben, c'est juste pas lisible, c'est pas compréhensible. Le lecteur d'écran, il passe dessus, il patine. Donc ça, jamais. Donc ça, c'était le premier problème, c'est les liens qui ne sont pas suffisamment explicites. Deuxième problème, je vous invite à aller voir le site Wheezy Report. Et c'est tout dans le haut, c'est dans le haut, vous allez voir, vous allez entendre plutôt ce qui ne va pas. C'est juste avant le bouton connexion de mémoire. Ces deux liens-là. Vous l'avez entendu? Le truc? Ouais, c'est ça. Donc là, elle dit, je vais vous le faire écouter parce que moi, je m'en lasse pas. Contact@wezireport.com BRZHV un YW lien. UCRA RJBRC Kekub et BRZ. Ah oui, ok, UCRA. Ouais, donc c'est comme tu disais, en fait, là, le lien, il n'a pas de contenu. Donc je lui dis, comme tout à l'heure, elle a un lien, qu'est-ce que je fais? Et elle nous lit l'URL du truc. Et c'est un lien YouTube, donc c'est l'horreur. Et je crois que juste avant, il y a un combo, il y a une image sans alternative. Je ne sais plus ce qu'il aurait fallu que je le fasse réécouter. Comment? Ouais. Donc ça, c'est le deuxième problème courant, des liens sans intitulé. Et il y a un troisième problème qui est un peu différent, que je vous invite à aller voir sur le Pays de la Loire. Et je vous montre où c'est parce qu'il y a beaucoup de liens dessus. Vous allez chercher... à ce niveau-là. Essayez d'aller voir les liens par là. Donc vous pouvez utiliser les landmarks pour aller plus rapidement dans le contenu principal et ensuite naviguer avec la touche K jusqu'à arriver par là vers l'agenda. Je mets plus de alt. Et j'ignore l'image et je mets la SRE. Comme ça, ça c'est réglé. Quoi. Ah, c'est... bien ça. Vous avez tous entendu le problème ou pas?
Il y en a un qui peut m'expliquer? Vous avez entendu ou pas? Ou faut que je vous fasse écouter le truc? Alors, en fait, le problème, c'est qu'il y a un lien qui englobe toute la partie agenda. Et il lit tout le truc. Ça dure 3 plombes. Et donc, en fait, c'est un peu le problème inverse. Là, on a trop d'informations. Et donc, si tu navigues par lien, tu te retrouves avec tout ça, alors que c'est l'effet inverse. Et donc, en fait, là, le problème, c'est un lien composite qui englobe tout. Et ça, c'est aussi une mauvaise pratique. Donc, ce qu'on conseille, nous, plutôt, c'est de mettre le lien sur le titre, grosso modo. On a souvent ça avec les cards aussi. Vous voyez une image, un titre, un tag, une accroche. Et le lien englobe tout, il faut juste mettre le lien hop là, sur le titre, et via CSS, vous étendez la zone de clic. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une grosse zone de clic. Et ça, c'est arrivé avec la norme HTML qui s'est un petit peu assouplie, assagi là-dessus. Avant, on ne pouvait pas mettre de div dans un lien. Un lien devait contenir du texte et ne devait pas contenir autre chose. Et on s'est retrouvé avec des divs, quand ça va être la certification, la norme est passée, tout le monde s'est mis à mettre des liens avec des divs dans des A. Et là, on a tout le contenu et c'est pas possible à utiliser. Pour un peu qu'il y ait un carrousel, etc. C'est une catastrophe. On vous a mis un lien là vers un article qui explique ça. Et donc, 4e lien sur 3. 4e problème de lien sur 3. Je ne me suis pas planté, vous allez comprendre. Ce que je vous demande, c'est qu'on vous demande, c'est d'aller sur le site Leclerc. Alors, hop là, je suis là. Et d'aller vous connecter. C'est bon, vous avez tous réussi? Bon, c'était un piège en fait. Vous y arriverez jamais, aussi bien au lecteur d'écran qu'au clavier, parce que si on regarde le code source de ce truc-là, c'est un div avec un onMouseOver, un truc comme ça. Et donc ça, c'est pour ça que c'est le 4 sur 3, le problème de lien, mais en fait le problème c'est que... Attends, je parle je appuie sur CTRL. Non, un div c'est pas un bouton. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vois de plus en plus aujourd'hui, les gens mettent des rôles boutons sur des divs. En fait, c'est pas un bouton quand même. Le clic puis sortir avec la souris, ça marche pas sur un rôle bouton. Un bouton, ça a plein de... Comment dire, l'aspect du bouton est super complexe. Si vous voulez refaire un bouton complet à partir d'un div, bon courage. C'est en JavaScript, vous allez vous tartiner des trucs pour faire quelque chose sur un composant qui existe. Alors, moi j'encourage beaucoup, quand je fais des recommandations, à utiliser du HTML, la vraie syntaxe du HTML. Quand vous avez un bouton, c'est un bouton. Quand vous avez un lien, c'est un lien, etc. etc. Donc voilà, le div, c'est pas un bouton. Je vois des div on click partout, et div on click, ça marche pas. On ne récupère pas le focus clavier, on ne peut rien faire avec ça. Donc, et ça, c'est primordial, parce que si vous faites ça, vous mettez à la porte plein de monde. On a des histoires comme ça. On a la chance de bosser avec un collègue qui est aveugle, qui nous a raconté comme ça pendant le confinement. Il voulait faire ses courses, et puis sauf que le bouton panier, il n'a jamais trouvé, parce que ça devait être un div on-click. Bref. D'ailleurs, il y en a qui savent la différence entre un lien et un bouton. Il n'y a pas de piège, hein, n'hésitez pas à... Comment? Ouais. Et le bouton, c'est une action. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est important de le rappeler parce que, comme là, maintenant, avec les designs, souvent les liens ressemblent à des boutons et les boutons à des liens ou inversement. Surtout avec les SPA et tout ça, on a tendance à avoir des boutons à la place des liens, alors que c'est pas le même rôle, ça fait pas la même chose, ça n'a pas les mêmes actions. Un bouton, ça va marcher avec entrée et espace, contrairement à un lien. Un lien, ça va avoir un menu contextuel qui va permettre d'ouvrir un autre onglet, c'est des choses complètement différentes. Donc il ne faut pas l'oublier. Les titres. Ouais.
Alors là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est sur ton bouton, il aurait fallu... c'était pas un bouton, au lieu d'utiliser un div, il aurait fallu utiliser un bouton. Tu mets ta couche de script qui permet de l'afficher à la souris, mais tu rajoutes aussi comment dire, comme tu utilises un bouton nativement, ça va marcher avec entrée ou espace, et pour afficher ton moveover en si, en fait. Il aurait fallu que ça soit un bouton. Ton bouton, tu peux le programmer pour qu'il soit en moveover et au clavier. Comme ça, ça marche à la souris et au clavier. Voilà. Et alors là, on prend un peu d'avance sur la suite, mais ton bouton, il faudra aussi lui donner des attributs ARIA qui donneront du contexte au lecteur d'écran pour que quand tu arrives sur le bouton, le lecteur d'écran te dise que tu es sur un pattern d'affiché masqué. Voilà. Oui, tout à l'heure, avec la touche B. Je ne sais pas si tu l'as fait tout à l'heure. Oui, à la touche B. Non, tu n'as même pas besoin du rotor pour les boutons. Non, je crois que c'est directement avec B, en fait. Commande, contrôle. Alors moi, c'est contrôle option B. Henri, revenons dans notre bibliothèque. Moi, je cherchais un livre sur les mammouths. Je cherchais les mammouths dans mon encyclopédie. D'accord. Alors j'avais fait faute d'orthographe à mammouth tout à l'heure. Je ne te l'ai pas dit, mais ça m'a fait... c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de résultat à ma recherche. Sûrement. Du coup, tu vas passer par les titres. Voilà. Tu as tes livres, tu cherches le titre de ton livre, et tu as un titre mammouth. Alors c'est la 3e étagère à gauche, apparemment c'est bon, tu vas le trouver. Oui, alors les titres, c'est important. On a vu tout à l'heure avec le rotor qu'en fait, on peut naviguer directement via les titres. Et les titres structurent le contenu, et quand le contenu est bien structuré, on a tout de suite un aperçu de la page, on va directement à ce qui nous intéresse dans la page. Donc voilà, c'est important. C'est comme les livres tout à l'heure, si tu as une encyclopédie et que tu n'as pas de sommaire, va trouver la page du mammouth, quoi. C'est vrai que les titres, on n'en a pas 150 dans une page, normalement, et si on n'en a pas 150, naviguer sur 30 titres, même si sur 30 titres, c'est beaucoup, sur 30 titres, c'est beaucoup plus facile que naviguer à la main avec son contrôle A et ses flèches, pour se taper tout le contenu avant d'arriver quelque part. Imaginons pour le lien LinkedIn tout à l'heure, il y aurait eu un titre réseaux sociaux. On est directement à titre réseaux sociaux et paf, on trouvait le truc. Donc ce qu'on vous invite, c'est d'aller sur le site du RGA et de naviguer. Vous pouvez même cacher, vous n'êtes même pas obligé de regarder votre écran, et de naviguer avec la touche H ou les touches 1 à 6. Alors, vous pouvez commencer par la touche H, ça va aller de niveau de titre en niveau de titre. Normalement, votre lecteur d'écran, il va vous dire les niveaux de titre et la structure de la page. Et 1 à 6, c'est pour naviguer dans les niveaux de titres par niveau. Comment ? Alors tu peux faire Shift. En général, si tu fais Shift, tu vas dans l'autre sens. C'est comme quand tu... Ouais, mais remonter pour aller tout en haut. Je crois que c'est Insert Home. Moi, j'avoue, quand je le fais, je repasse par le bas. J'ai la flemme, souvent, je vais tabuler en bas et je remonte. Mais alors je l'ai pas, mais il me semble que je sais jamais le nom de ces touches là. Tu sais les. Page up, page down. Ouais, parce qu'il me semble que ton raccourci lecteur page up, page down, ça te permet d'aller en haut et en bas de la page. Je vais essayer. Mais souvent, comme je suis pas un vrai utilisateur, je renavigue en haut de la page à la souris et puis je repars de là. En fait, je triche. Donc vous avez tous entendu, c'est du RGA, c'est cool en fait, du coup on navigue entre les niveaux de titres, même si on ne voit pas la page, on sait à peu près où on est, on voit la structure de la page, ça marche bien. Malheureusement ça ne marche pas toujours bien. Je vous propose d'aller essayer ces 3 sites-là et de naviguer pareil par niveau de titre et voir ce qui ne va pas.
elle m'a dit qu'elle voulait utiliser volontaire pour un vol. Et je peux le contacter. Est-ce que vous avez entendu des problèmes sur les différents sites ? On aime bien celui-là. Vous admirez les contrastes aussi du site. C'est pas le thème de l'atelier, mais ils sont tout pétés aussi. C'est pas du tout lisible. Après, les aveugles, ça prend pas l'avion. Bref, sur celui-là, vous avez peut-être entendu, c'est cool, il y a plein de titres, sauf que c'est tout le bazar. La structure de la page n'est pas du tout correcte. Darty, je crois que tu l'aimes bien, toi, celui-là, je te laisse le commenter. Ouais, j'aime bien celui-là. Ça, c'est le meilleur site du monde. C'est un site de communiste, je crois, un peu. Tout le monde est au même niveau. Tout est au même niveau. On a pris le truc, on a fait pouf. Tout est pareil. Tout est pareil et c'est mélangé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, voilà, après, l'avantage, c'est qu'au moins, là, on sait. On sait directement tous les titres. Et la poste, il est plus subtil, celui-là. Oui, la poste, c'est subtil parce que la poste, c'est des... Enfin, on va en parler là, mais il y a des titres qui ne sont pas des titres, des niveaux qui ne sont pas des niveaux. Enfin, voilà, on va celui-là, en fait, le titre principal, c'est ça, alors que ce n'est pas le thème principal de la page, il devrait être au même niveau. Il y a des problèmes de structuration. On va avancer un petit peu quand même, parce qu'on est un peu à la bourre. On peut peut-être reprendre les soucis courants. C'est déjà absence de titres, problème de hiérarchie dans les titres, on les a vus, des titres qui ne sont pas pertinents, et enfin des titres simulés. On ne les a pas montrés, je crois que sur un des sites, il y en avait. Après, je pense qu'il y a des fronts qui sont courants. En fait, quand il y a une classe qui s'appelle H2, c'est pas H2. C'est visuel, mais c'est pas structurellement, ça l'est pas. Un P-class title, des trucs comme ça. Voilà. Je vous conseille cet article qui explique tout ça en détail, les règles de Quest et tout ça, comme d'hab. On a fini les méthodes de navigation. Bref, on résume. Lecture complète de la page, landmark, accès rapide, navigation par lien, titre de page. En fait, tout ça, toutes ces techniques, là, on les a vues une par une, mais elles se complètent. Quand les vrais utilisateurs ils arrivent sur la page, ils vont naviguer par les titres, par les liens, ils vont utiliser un peu tous ces outils-là. Ils vont même avoir des navigations différentes entre un site qu'ils connaissent et un site qu'ils ne connaissent pas. Un site qu'ils connaissent, ils vont savoir qu'ils vont aller rechercher telle action, donc ils vont naviguer par les liens, ils vont aller rechercher telle zone, donc voilà, ils vont être plus efficaces, ils peuvent même utiliser la recherche classique. Donc voilà, pour aller chercher une action, si le lien n'est pas explicite, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc ça, c'était comment on navigue. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme autres balises sémantiques qui sont intéressantes ? Il y a les listes. Celle-là, je vais vous la faire écouter moi-même pour gagner un peu de temps. On va aller sur Cdiscount. Donc le navigateur, le lecteur d'écran, si je le lance, il permet de naviguer dans les listes et c'est cool, vous allez voir. Pour les utilisateurs, ok, salut Julie. Hop. Si je vais sur mon site et que je navigue donc Cdiscount. Clickable bannière région, clickable service, Cdiscount navigation région, liste de 7 éléments solde lien.
Plein air lien, voyage lien, forfait mobile. Donc là, je suis allé un peu vite, mais ce qui est super intéressant, c'est que j'arrive sur le menu de navigation, il me dit que c'est une liste et il me donne le nombre d'éléments. Donc ça donne une information super importante. Et ensuite, on peut naviguer entre les différents éléments de la liste. Donc ça, c'est cool. Sur les menus, maintenant, on le voit à peu près partout. Normalement, c'est rare qu'on trouve des menus où il n'y a pas une liste sémantique utilisée. Après, ça peut être cool pour d'autres trucs. On va aller écouter. Moi, en fait, c'est pas ni un ventilo, ni un jeu de DS que je veux. J'ai besoin de nouvelles casseroles. Donc on va aller écouter ça. Hop. Clickable liste de 50 éléments Rowenta ventilateur sur pied puissant silencieuté graphique lien. Ok, hop, attends, je vais dire normalement. Lien Rowenta ventilateur sur pied puissant silencieuté. Lien score global, 4,5 étoiles sur 5. Lien 132 avis, 149,99 €. Lien graphique réfrigérateur. Donc en fait, si je lis les trucs linéairement, ça va être super long pour voir la liste. Il ne me l'a pas dit, mais je crois qu'il y a 150 items dans la liste. Ouais, tandis que comme je sais que je suis dans une liste, je peux utiliser les fonctionnalités de liste. Donkey Kong Bonanza jeu Nintendo Switch de graphique, fil traçable, console Nintendo, Apple iPhone, lave-linge bleu, nettoyeur, ultonique, trottinette, kit piscine, réfrigérateur, tondeuse thermique auto, Tefal ingénieux emotion en batterie de cul. Voilà, et là j'ai pu trouver mes casseroles beaucoup plus rapidement. Donc c'est cool en fait quand tu utilises des listes parce que ça c'est une liste en fait. Donc tu as une liste de cas, tu as une liste de produits, tu as une liste. Utiliser des listes, quoi, ça permet de naviguer plus efficacement pour les utilisateurs. Excuse-moi, je t'ai coupé, je parle trop. Je pense que la recherche. Vous pouvez venir à cet atelier. Utiliser la recherche, c'est plus facile. Enfin, moi quand je cherche un truc, j'utilise la recherche. Okay, quitter NVDA dialogue. Il reste 20 minutes, on va speeder un petit peu. Tableau, je le fais. On va pas vous le faire écouter, mais c'est pareil pour les tableaux, il y a des touches de navigation dédiées. Si on va peut-être écouter quand même avec CDWeb. Oui, les tableaux c'est intéressant parce que souvent on navigue de manière linéaire et un tableau on peut naviguer par colonne et par ligne. Donc il y a des modes de navigation complexes qui sont intéressants. Celui-là, je vais vous le cacher pour le faire. Vas-y, je te laisse meubler. Ah non, je lance. Hop, attends, il est mon truc. Hop. 9.3. Hop, je vous le cache. Hop. Clickable principale région température moyenne mensuelle des 3 plus grandes villes de France. Ligne 1 colonne 1. Colonne 2 Paris. Colonne 3 Marseille. Juin ligne 2 28 degrés Celsius. Juillet ligne 3 30 degrés Celsius. Lyon colonne 4 28 degrés Celsius. Vous arrivez à visualiser un peu le tableau là hein. Parce qu'en fait ça il est bien fait, je vous le montre en navigation comme ça. Hop là. Alors déjà il nous a bien lu le titre du tableau quand je suis arrivé dessus. Et si je navigue sur les cellules avec mes raccourcis. Bordure de tableau. Marseille colonne 3 30 degrés Celsius. Paris colonne 2 24 degrés Celsius. Colonne 1 juillet. Paris colonne 2 24 degrés Celsius. Juin ligne 2 22 degrés Celsius. Là on le voit mieux visuellement. Quand j'ai changé de ligne, il m'a dit que j'étais sur la ligne juin. En fait, ça m'a bien relié. Plutôt que de me dire juste 23 degrés, il m'a redit que la ligne et la colonne sur laquelle je me situe. Parce que le tableau a été bien fait. Et donc ça, c'est un truc important quand vous construisez vos tableaux HTML, de bien spécifier quelles sont les lignes, quelles sont les colonnes, et sur quel axe elles s'appliquent. C'est bon, j'ai rien oublié? Non, c'est bon. Vous pouvez venir à cet atelier. Si, l'important, c'est le titre du tableau aussi. Oui, on oublie souvent, systématiquement, le titre du tableau. Et je ne sais pas, toi qui audite, tu sais. Quitter NVDA dialogue. Souvent, je ne le vois pas. Les gens ne le mettent pas, ils n'y pensent pas. Et un tableau, ça a un titre, comme le reste. Et pas un H1 au-dessus. Je passe sur les références. Allez, on va s'amuser un petit peu sur les images. Oui, autre point super important, c'est les images, parce que forcément, les aveugles ou les malvoyants, ils ne les voient pas. Et qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors, vous pouvez aller écouter les images de la FNAC. Grosso modo, je crois qu'ils font toutes les erreurs possibles des images. Donc, vous pouvez aller sur la FNAC et naviguer avec la touche G. Oh, les salauds. Si vous arrivez à passer le cap du CAPTCHA.
et de la bannière. En fait, dès que tu cherches sur la FNAC, toi, maintenant, il nous bloque. C'est à cause de toi, ça. Ils nous aiment pas. Ces discounts, c'est pareil, ils nous aiment plus. Non, et en vrai, ils ont corrigé des trucs parce qu'avant, la démo sur les boutons, on les faisait sur la FNAC. Il y avait à peu près 50 boutons sans libellé. Et là, ils les ont corrigés. Bah, il est bientôt le 28, hein. C'est bizarre, mon voice-over qui marche pas. C'est quand même ouf. Oups, pardon. C'est bon, je l'ai. Bon, alors ça va, c'est pas un des participants, mais j'ai oublié de préciser en plus sur l'atelier au début, je dis attention, j'ai une gourde, s'il y en a qui s'endorment, j'hésiterai pas à les réveiller. Non, mais laisse-le dormir, c'est bon. Ah, c'est drôle. C'est fatigant l'organisation non, c'est drôle. Comment? Ah. Non, mais on n'est pas filmé là, il n'y a pas de replay. Ah, je dis que c'est là en fait. Merde. Bref, du coup. Je pense que vous avez entendu, il y a plein de problèmes sur ce site, notamment là, toutes ces bannières qui n'ont pas d'alternative. Donc en plus, c'est des liens, on a des bannières, on n'a aucune info, ou sinon c'est que quelques petits bouts d'infos. De mémoire, ça c'est bon, ça c'est bien ignoré. Qu'est-ce qu'on a? On a moins d'erreurs qu'avant. Je vais reprendre. Mais il y a un vrai changement. En fait. Non, vous avez peut-être entendu d'autres trucs? Excuse-moi, tu peux parler un peu plus? Ouais. Ok. Alors là, je pense que c'est parce qu'il y a une alternative qui est vide. Donc, il considère que c'est une image de décoration. Donc, il ne la lit même pas, en fait. Il la zappe. Ce qui est plutôt une bonne part. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, c'est un peu un cas tordu. Oui, c'est un cas tordu. Parce que c'est des images. J'aurais du mal à dire si elles sont là pour la déco ou si elles portent une info. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec eux, à dire que c'est pour de la déco. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir, on a une information jusqu'à moins 50%, en fait, on ne l'a pas. L'information, elle ne remonte pas. Oui, là, on l'a pas. Le cas des images et de l'alternative, c'est assez compliqué. Il y a un pattern à respecter. Enfin, il y a l'arbre de décision du WAI qui est très utile pour ça. Choisir quand on fait référence à une image ou pas, quand l'alternative va être vide ou pas, c'est vachement par rapport à si il y a un texte dans l'image qu'on a besoin de restituer à l'utilisateur, parce qu'il y a une importance, 50%, ça a une importance sur les photos, par exemple. Des fois, il n'y a pas besoin qu'elle soit là, donc autant la masquer l'image. On parlait des boutons tout à l'heure avec les icônes et les images. En fait, les images des icônes, souvent, elles ne sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est ce à quoi sert le bouton. Donc, voilà. Donc, il faut choisir à bon escient si on met un texte ou pas. Après, de plus en plus aujourd'hui, on voit des sites qui vont mettre des alternatives vides par défaut. Et on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Moi, j'en vois de plus en plus, et des vides. Et souvent, c'est pas nécessaire. Ou je vois, à l'inverse, des descriptions de tarés, des images. Enfin, famille sur la plage, avec un enfant qui saute, le soleil qui se lève, on s'en fout en fait. Donc les points clés, c'est des images porteuses d'informations, comme on l'a vu typiquement là, les bannières, c'était flagrant, on aurait dû donner une alternative, elles doivent avoir une alternative, et les images de déco, elles doivent être ignorées. Alors bon, il y en a une petite sur le site AXA, mais je vais vous faire écouter un autre site, je suis déçu, ils ont corrigé parce qu'il était vraiment drôle. Je l'avais capturé, je vous le fais écouter. Argent 2R la mondiale, 2 femmes riant tête contre tête graphique lien. Homme embrassant un bébé graphique lien. Femmes âgées riant autour d'une table graphique lien. 1366 348 002 589 graphique lien. Homme regardant l'écran de son ordinateur portable graphique lien. Hommes et femmes en... Bon bref, je le coupe. Mais là, vous visualisez bien, c'était des images qui étaient là pour faire joli, qui avaient une alternative. Et là, donc c'est l'inverse, ça vient polluer la restitution. Et on n'en veut pas. Faut faire super gaffe aussi, en plus là, avec les IA. Il y a des plugins maintenant qui te permettent de décrire automatiquement les images. Donc les gens se disent, génial, je vais régler l'accessibilité de mon site. Je mets une IA qui décrit toutes les images de mon site. Et sauf qu'on se retrouve avec des bouillies encore plus longues que ça, sur des trucs qui sont là, on s'en fiche, quoi, c'est pour la déco, quoi. Donc en résumé, les problèmes courants, ça va être les images sans alternative, avec des images porteuses d'informations qui n'ont pas d'alternative ou incomplètes, et les images de décoration qui sont restituées. On ne vous a pas fait écouter, mais si on oublie de mettre l'attribut alt, c'est pareil, Julie elle va lire l'URL de l'image. Donc c'est super important de bien mettre les attributs. C'est valable aussi sur les glyphes. Vous pouvez tester sur la grande école du numérique. De mémoire, c'est, si je l'ouvre, c'est ce menu-là. Essayez d'aller écouter. Donc en naviguant par lien, faire par cas, essayez d'aller voir ces liens, d'aller écouter ces liens-là. J'ai vu un truc sur moi. Est-ce qu'on entend ? On va des questions. Sur VoiceOver, je viens d'ajouter un truc. Description des images. Ah ouais. Tu peux le couper. Mais par défaut, tu peux lui demander peut-être. Donc là, vous avez dû entendre, il fait lien. Parce que le lien, il contient une glyphe, donc le lecteur, il sait qu'il y a un truc, il ne sait pas trop, donc il ne dit pas l'URL, mais la glyphe, c'est rien, donc il dit lien. Donc c'est valable pour ça aussi. N'oubliez pas de tester. Et aussi, n'oubliez pas sur... Ah si, celui-là, vous pouvez peut-être l'écouter. Maintenant, je ne vous montre plus l'écran. Excusez-moi, je vous ai mis en situation de handicap. Voilà. Vous pouvez aller sur le site du Camping des Speakers et vous naviguez via les landmarks. Donc c'est la touche D ou M sous VoiceOver, c'est bien ça, Henri ? Oui. Ouais. Et vous allez écouter le footer là. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait, avec les émoticônes, il nous lit toutes les émoticônes et ça devient incompréhensible, en fait. Donc ça, c'était le... Hop, je reviens ici. C'est valable sur LinkedIn aussi. Je n'ai pas retrouvé le post, mais je peux vous le faire écouter. Clickable micro applaudissements visage rieur nos experts liens point ont été choisis comme intervenants de premier plan pour des
Femme haltérophile, informaticien, astronaute, homme, les conférences jouent un rôle essentiel dans la progression. On salue la com, OnePoint. Bref. Filmé. Je suis filmé. Non, et en plus, ils le font moins maintenant, donc je suis méchant. Moins. En fait, on a remonté l'info. C'est vrai que évitez les émoticônes dans vos posts LinkedIn, parce que c'est... D'abord, oui, ça structure pas mieux l'information, en fait. Voilà. Et pour les sites internet, si vous devez en mettre, utilisez l'attribut AreaHidden égale true pour les cacher. On vous a mis des liens vers des ressources. La signification des émoticônes aussi, souvent, ça représente quelque chose, mais ce n'est pas la vraie signification. Donc vérifiez-la avant d'en utiliser. Et puis il y a 2 super articles qui expliquent comment faire ça mieux. La langue, je vais vous le faire écouter parce que je ne sais pas si sur votre lecteur d'écran ça va mal marcher comme sur le mien, qui est bien paramétré. Alors, hop. Bienvenue dans NVDA Dialogue, bienvenue dans NVDA. La plupart... je suis parti. Leclerc, défendre tout ce qui compte pour vous Mozilla Firefox. Leclerc, défendre, navigation région visiter lien. Drive. Clickable bouton. Koisirmon Magazine. Julie. Clickable bouton. Lien. Solds. NOS Milers offers. Hein? Lien. Solds. Jusquay -50. Lien. Solds Informatique. Lien. Solds TV. Lien. Solds Téléphonie. Information. Lien. Parameter les cookies. Lien. Parameter les cookies. Lien. Parameter les cookies. Lien. Parameter les cookies. Clickable liste de 11 éléments lien. Solds Sport. Aucune citation suivante. Catalogs. Lien. Catalogs. Quitter NV. Wow, c'est très drôle. Là, qu'est-ce qui se passe? Si je vais voir le site le code HTML, dans la balise HTML, la langue définie, c'est l'anglais. Donc, le lecteur d'écran, il commence. Julie, elle me lit tous les trucs de lecteur d'écran. Et puis, dès qu'il y a du texte qui arrive, elle sait que c'est de l'anglais. Donc, elle parle comme une vache espagnole, Julie. Donc, elle va chercher Georges. Et Georges, il arrive, et avec sa belle voix anglaise, il nous lit le français en anglais. Et ça marche pas, c'est tout pourri. Et donc, en fait, on peut attribuer un attribut langue contextuel à un élément. C'est pareil, c'est un critère du RG2A. En fait, la page doit avoir un attribut langue. Les éléments dans la page, quand ils sont dans une langue différente, doivent être vocalisés avec la bonne vocalisation. C'est super important. On a plein d'exemples comme ça, on n'a pas le temps, mais sur le site Volotea, tu as la voix espagnole qui parle sur le français, c'est très drôle. Sur le site des bibliothèques, on avait des livres en anglais qui étaient vocalisés en français, enfin le titre en anglais vocalisé en français, ou les titres en arabe qui étaient vocalisés mais en français, et ça ne marchait pas du tout. Donc, ok. Ouais. Oui, ok. Ouais. Oui, ok. Donc ouais, en fait, c'est problématique pour plein de choses. D'abord, ça fait rigoler. Moi, je trouve ça rigolo des fois, mais ça devient incompréhensible. Ça a posé aussi des problèmes de traduction. Si vous utilisez des logiciels de traduction automatique, ça n'a pas marché parce que c'est pas la bonne langue qui est définie. Là, ça n'a pas dû vous le faire parce que vous devez avoir que la langue par défaut. Moi, ça le fait comme ça sur mon lecteur d'écran parce que j'ai la voix anglaise, j'ai la voix espagnole, j'ai paramétré mon lecteur pour qu'il fonctionne comme ça. On va vite speeder sur les formulaires parce qu'il nous reste 7 minutes. C'est moi qui vais vous faire les démos parce qu'il y a plein de... je suis pas sur le bon écran. Il y a plein de choses à dire sur les formulaires. Parce que, l'air de rien, si on fait des sites, c'est pour que nos utilisateurs ils viennent faire des choses. Donc, en général, ils utilisent les formulaires. Donc, pareil, sur NVDA, il y a des touches dédiées. Quand on a un utilisateur, on va utiliser la touche F pour aller d'un item de champ précédent à un autre. Je vais le cacher, celui-là. Je vais le faire chez moi pour juste vous le faire écouter. Exemple formulaire 1 Mozilla Firefox, clickable principale région, bouton radio coché, bouton radio non coché, édition multiligne, bouton radio coché, bouton radio non coché, édition autocomplétion. Je vous le montre. Édition autocomplétion, bouton radio coché, liste déroulante réduit précisé, bouton radio non coché, envoyer bouton.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le code HTML, il n'est pas bien fait, et les labels, ils ne sont pas reliés aux champs. Donc quand on navigue sur les champs, bah, il n'y a pas de label, donc bah, ça ne marche pas. On va écouter la même chose, mais si je retrouve mon truc... Hop, Solde, profitez de nos meilleures offres dès maintenant. Hop, fail, j'ai fermé mon slide. Hop là. Mozilla. Exemple formulaire un Mozilla Firefox. Clickable principe. Hop. On va aller sur la suivante. Application. Complémentaire région. Ouais, Next slide bouton. Okay. Chaque champ est associé à son label. Les formulaires forme de lien visité. Ah, il est déjà ouvert là. Ok. Donc là, si je reprends le même... Exemple formulaire 2. Mais avec les champs bien reliés, ça va donner ça. Clickable principale région un projet bouton radio coché. Un autre renseignement bouton radio non. Message édition multiligne. M bouton radio coché. Madame bouton radio non édition autocomplétion. Ça marche nettement mieux. Malheureusement, il n'y a pas que ça comme problème. Sur ce problème-là, il y a un autre problème qui n'est pas lié au lecteur d'écran, mais c'est que les champs, ils sont pas accolés au label. Ou alors, je perds mes voix. Les labels ne sont pas accolés à leur champ. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Si vous zoomez sur la page, vous allez vous retrouver à voir que les champs et pas savoir à quel label les labels, oui, en fait. rapprocher. Application. Clickable application. Application. Complémentaire. Voilà, ça c'était le 3. Je vais vous faire écouter autre chose. Il y avait un autre truc Forme qui n'allait pas sur ce formulaire. Exemple formulaire 2. C'est que là, différentes zones du formulaire, elles ne sont pas reliées au champ. Si Principale région. Message édit F. Ah mince, je suis sorti. D'ailleurs, insert tab pour sortir. On a oublié d'en parler de ça. Il y a un mode pour rentrer dans les formulaires, parce que si je veux taper F quand je suis sur un champ, F, vous répondre titre niveau 2. Je reviens dessus. Par téléphone, liste déroule. Après, non édition, autocomplétion. Il y a un mode navigatoire pour passer dans le formulaire. Donc, sur NVDA, c'est insert espace. Non édition, autocomplétion, F. Et là, je peux taper dans mon champ. Bref, je me perds. Ah oui, il nous reste 3 minutes où on va zapper tout ça. FFFFFF. En fait, en gros, oui. Fédération française. Dans les formulaires, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que les champs... Application. Vide. Les champs sont attachés au label. C'est important. Donc avec le for sur les labels. Ou un label qui englobe l'input. Sinon, vous pouvez aussi avoir des field sets avec une légende pour bien hiérarchiser vos contenus. Parce que quand vous avez un field set, la vocalisation se fait quand on clique sur le champ. Il va dire le field set, son label, et là où vous êtes. C'est hyper important. Ça permet de récupérer du contexte en naviguant au clavier quand on navigue rapidement. Les field sets, c'est important du coup. Les messages d'erreur qu'on doit vocaliser absolument. Je pense que le truc d'après, c'est on va parler des zones ARIA. On se dépêche. Hop, ouais. Donc voilà. Mais en fait, en gros, utiliser des field sets, des labels, les accoler. Si vous regardez bien, maintenant, les formulaires récents, les matériaux UI, etc., on a souvent le label au-dessus du champ. Et après, je vous rappelle qu'un placeholder, ce n'est pas un label. Très important. Si on réécoute celui-là, donc là, on est dans un cas où on est en erreur. Tout est en rouge. S'il veut bien se relancer. Je n'arrive plus. Ah, je crois qu'il faut qu'on finisse. Bienvenue. Exemple fort. Clickable principale région. Votre demande. Un autre message édition multiligne. Vos coordonnées groupe M bouton radio coché. Donc là, ce qu'on voulait vous faire entendre, c'est ce que disait Henri. Je suis arrivé, il me dit message multiligne, mais déjà, il ne m'a pas dit que c'était obligatoire, et en plus, il ne m'a pas dit que le message était en erreur. Donc, c'est pas correct. On va vous... Vous pouvez venir à cet atelier les yeux fermés. Hop. Application. Complémentaire région. Next slide bouton. Quitter. On va aller très vite dessus. Mais ça, en fait, via HTML, on ne peut pas définir, on ne peut pas relier une erreur, un message d'erreur à un champ.
pour ça, on est obligé d'utiliser ARIA. Donc ARIA, c'est quoi? C'est Accessible Rich Internal Application. Ah, il nous reste plus de temps en fait. Oui. Donc de toute façon, on n'avait pas trop le temps d'en parler à la base. On va en parler vite fait. Juste que c'est un peu notre meilleur ennemi. Parce que c'est comme les épices. Les épices, si vous en mettez un petit peu dans votre plat, ça va le sublimer. Mais si vous en mettez trop, ça va devenir immangeable. ARIA, c'est pareil. Il faut en faire attention. D'ailleurs, la première règle d'ARIA, c'est... Ne pas utiliser ARIA. Voilà. Plus précisément, si tu peux faire autrement, on le fait autrement. On peut souvent faire autrement, et quand on ne peut pas, on utilise ARIA. Là, pour les erreurs, elles sont libellées. On fait une erreur libellée par l'ARIA, et on lit le champ à son erreur. Hop, tiens, je vais juste faire écouter le formulaire bien avec ARIA, et après on vous lâche. On a fermé les issues, vous êtes bloqués. Pardon. Ça va. Hop. Ça clignote en rouge. Oui, ça clignote en rouge, je sais. Ne me mets pas la pression. F. Exemple forme. Cliquable. Message. Vos coordonnées. Madame. Nom édition obligatoire. Entrée invalide. Autocomplétion. Vous devez indiquer votre nom. Donc là, on a bien eu toutes les informations. Bref, on va se faire jeter. Donc on va conclure. Hop, on avait à peu près fini de toute façon. Oui, on a mis quelques exemples. On avait mis. Vous pourrez jouer. Maintenant, en fait, l'objectif, c'était de vous montrer tous les problèmes qu'on peut rencontrer, vous donner les touches de navigation de base. Et donc maintenant, on vous invite à tester ça. Ah oui. Voilà, tu peux. Je sais que tu as toujours rêvé de dire one more thing. Ouais, one more thing. Vous avez tous un lecteur d'écran dans votre poche. Donc on vous a mis aussi les raccourcis pour TalkBack et VoiceOver sur votre téléphone. Vous pouvez venir chercher les petites feuilles. Bref, on vous a dit qu'il fallait tester. Est-ce que vous avez des questions rapidement, du coup, parce qu'on est un peu court. Merci.